Je souhaite maintenant la bienvenue à M. Vogel du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Mon nom est Merlin Vogel. Je suis avocat au Centre québécois du droit de l'environnement qui vous remercie de l'occasion qui lui est offerte de venir s'exprimer devant vous au sujet du projet de loi 22, qui est d'une importance fondamentale pour la transition écologique. En fait, c'est le vecteur par lequel le Québec se dotera ou non de la capacité de mener à bien cette transition écologique. Le phénomène de l'expropriation déguisée, tout autant que de l'indemnisation pour expropriation d'ailleurs, met en péril notre capacité à conserver notre territoire au bénéfice de l'environnement pour lui-même, mais aussi au bénéfice de notre économie et de nos collectivités. Nos collectivités n'ont pas les moyens de protéger le territoire selon un coût imprévisible dicté par la spéculation foncière ou par les projets futurs d'un entrepreneur. Dans ce contexte-là, à la présentation du projet de loi 22, le CQDE saluait l'initiative annoncée du gouvernement de s'attaquer à ces problématiques. Suivant la lecture et une analyse détaillée du projet de loi 22, ce sont davantage les mots prononcés par la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, lors de la rentrée judiciaire en septembre, qui me viennent à l'esprit. Elle comparait alors deux des grands défis de notre temps, l'accès à la justice et la crise climatique. Elle disait: nous connaissons les causes de la précarité de notre situation, nous savons ce qui doit être fait pour y remédier, mais il y a encore des acteurs qui ne sont pas habités par le sentiment d'urgence que requiert la situation. Avec égard et malgré toute prétention contraire, le projet de loi 22 échoue, selon nous, au CQDE, à offrir des réponses qui sont adaptées à l'urgence que représentent les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Avant la présente allocution, le CQDE a eu l'occasion de prendre connaissance de plusieurs des interventions devant la commission et de plusieurs des mémoires qui ont été déposées. Je tiens à le dire, notre organisme, il n'a pas l'habitude de crier au loup pour le plaisir de le faire ou pour faire sensation. Nous avons cependant l'avantage d'être parfaitement indépendants et de bénéficier d'une expertise juridique qui exempte de tout intérêt quant aux dynamiques de l'expropriation, si ce n'est notre intérêt pour la protection de l'environnement. Et pour le projet de loi 22, nous persistons et nous signons, nous sommes plus qu'inquiets des effets du projet de loi s'il était adopté sous sa forme actuelle. D'emblée, malgré les notes explicatives qui apparaissent au projet de loi et son désir allégué de répondre au phénomène de l'expropriation déguisée, le projet de loi n'encadre pas ce qui est ou ce qui n'est pas de l'expropriation déguisée. Il n'encadre pas les critères de l'utilisation raisonnable qui est employé par les tribunaux pour déterminer si les contraintes imposées à un propriétaire ont un effet de dépossession. Il laisse encore ce poids reposer sur le corps judiciaire avec toute l'imprévisibilité que l'exercice comporte en l'absence de balises légales claires. Le projet de loi n'instaure aucune prévisibilité non plus pour les instances provinciales ou municipales qui sont désireuses d'user de leur pouvoir de conservation sans verser dans l'expropriation. Il témoigne tout au plus d'une tentative d'encadrer la réparation qui serait applicable en cas d'expropriation déguisée. Et encore, le projet de loi 22 ne le fait que pour les pouvoirs municipaux, en oubliant les pouvoirs provinciaux de conservation. Dans ce contexte, notre constat est à l'effet que le projet de loi il ne diminue absolument pas le risque de poursuite judiciaire en expropriation déguisée avec tous les frais et honoraires que cela comporte, mais il accentue ces risques en vertu des articles, par les articles 170 et 171. Et s'il y a une chose que j'aimerais voir retenue de la présente allocution, c'est que les articles 170 et 171 ne doivent pas, selon nous, être adoptés sous leur forme actuelle. J'ai entendu certains des acteurs qui se sont présentés devant la commission alléguer le caractère essentiel de ces dispositions-là, qui sont les dispositions, en fait, les articles 170 et 171, et le CQDE est loin d'être de cet avis. En fait, l'article 170, il élargit la possibilité d'alléguer une expropriation déguisée en raison de l'effet de dépossession d'un droit, plutôt qu'en raison d'une contrainte de céder la propriété. Sans verser dans le jargon juridique, ce que je souhaite porter à votre attention, c'est qu'un droit, selon les termes même du projet de loi 22, donc à son article 2, et selon le sens juridique du terme entendu par le Code civil, ça comprend aussi des démembrements du droit de propriété qui sont des droits réels. En vertu du projet de loi, dès qu'un usage sera restreint ou limité,
C'est donc dire qu'il sera possible de se pourvoir devant les tribunaux, d'alléguer une dépossession sur un droit et de demander une indemnisation pour expropriation déguisée. C'est un des dangers que tient à porter à votre attention le CQDE qui ne semble avoir été souligné par aucun des acteurs qui s'est présenté devant la commission. Or, par essence, lorsqu'on parle de conservation des milieux naturels, ces pouvoirs-là, ils ont toujours pour effet de venir limiter les usages sur un terrain et constituent donc un démembrement ou une modalité du droit de propriété. Ce qu'on constate, c'est donc un élargissement considérable du spectre de l'expropriation déguisée qui est présente dans le projet de loi 22 et pas une limitation de l'expropriation déguisée. Et je vous épargne ici les autres problématiques qu'on constate aux articles 170 et 171. Une autre approche qui existe, outre celle qu'adopte le projet de loi 22, c'est d'accorder une immunité aux instances municipales pour les pouvoirs exercés en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou pour se conformer aux OGAT notamment. On l'a entendu à quelques reprises. En matière de protection de l'environnement, le CQDE n'est pas fermé à cette avenue. Cependant, il faut garder certains éléments à l'esprit. Notamment qu'une immunité de la nature de celle qui est demandée, juridiquement, elle n'empêche pas les recours judiciaires, elle n'empêche pas de recourir aux tribunaux pour alléguer une expropriation de fait. Il y a des recours présentement pendants malgré une immunité de cette nature-là et ces recours durent depuis fort longtemps. Je pourrais vous en reparler s'il y a des questions à cet égard-là. Mais il y a plus que ça. C'est que les pouvoirs pour lesquels sont demandées des immunités par les instances municipales ne concernent pas que la conservation. Ils visent en fait toutes les fins municipales prévues notamment aux articles 113, 115 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et il faut se rappeler que l'adoption d'immunité revient à légaliser le fait que dans certains cas, il y aura un acte ou un règlement qui aura effectivement pour effet d'entraîner un effet de dépossession, une expropriation déguisée ou de fait, comme on préfère l'appeler, et donc qui constituera une expropriation sans indemnisation. Juridiquement, l'Assemblée nationale, elle dispose du pouvoir d'adopter des mesures qui prévoient une expropriation sans indemnisation. C'est, à notre avis, incontestable. La question ici, c'est plus de se demander si vraiment, en l'occurrence, dans une loi d'application générale, c'est l'approche qui est souhaitable. Notre recommandation au CQDE, elle constitue une solution mitoyenne. En fait, ce qu'on vous recommande, vous le trouvez majoritairement à l'annexe 1 de notre mémoire assez étoffée, qui a été déposé. Et à l'annexe 1, ce qu'on vous recommande, c'est de définir concrètement ce qui est et ce qui n'est pas une expropriation dans un contexte de conservation. C'est aussi d'écarter la possibilité de recourir aux tribunaux lorsque les recours sont dénués de chances de succès raisonnables, donc selon un mécanisme d'autorisation préalable. Et finalement, dans les cas où nous serions face à une expropriation de fait, donc dans les rares cas où nous serions face à une expropriation déguisée ou de droit en contexte de conservation, alors le CQDE considère qu'il y a aussi lieu de rétablir l'équilibre souhaitable en s'attaquant à l'indemnisation. Selon plusieurs acteurs qui se sont présentés devant vous et en tout respect, ce qu'on entend, c'est que la valeur aux propriétaires, elle aurait été écartée par le projet de loi 22. Il y en a plusieurs qui allèguent que c'est une avancée majeure que propose le projet de loi. Or, la valeur aux propriétaires, c'est ce qui était anciennement prévu par l'article 58 de la loi sur l'expropriation, qui prévoit une indemnisation pour la valeur marchande d'un bien selon l'UMEP, l'utilisation la meilleure et la plus profitable, ainsi qu'une indemnisation des préjudices qui sont subis en raison de l'expropriation, ce qui forme le tout de l'indemnisation. Or, c'est à toute fin pratique ce que prévoit le projet de loi 22, qui n'écarte pas la valeur aux propriétaires, mais qui plutôt la concrétise et la cristallise dans un projet de loi en déterminant différents pôles d'indemnisation ou en s'en remettant largement à la notion de l'UMEP. La seule distinction notable au projet de loi, c'est le retrait des indemnités lorsqu'on s'en remet à une valeur selon l'utilisation la meilleure et la plus profitable. On voit ça à l'article 96, alinéa 3 du projet de loi. Or, dans un contexte de conservation des milieux naturels, ce ne sont pas et ce n'a jamais été les indemnités accessoires qui sont problématiques, c'est bel et bien l'UMEP. C'est l'UMEP qui entraîne des indemnités qui sont prohibitives et c'est le caractère imprévisible de l'UMEP qui entraîne aussi des débats qui sont interminables, des débats d'experts devant les tribunaux qui se produisent aux frais de la collectivité. Les recommandations du CQDE visent justement à endiguer ces deux problématiques-là.
Dans un contexte adversarial, c'est aussi l'UMEP qui déporte sur les évaluateurs agréés un fardeau au contour qui est flou et qui met à risque, je le dis avec tout respect, la crédibilité de la profession dans une certaine mesure. Pour le CQDE, lorsque s'impose une indemnisation pour expropriation aux fins de conservation, l'État n'a pas à garantir les aspirations au profit et il est temps de se donner les moyens de protéger notre territoire tout en maintenant la justice sociale. Selon nous, il doit y avoir des avancées majeures qui sont réalisées avec des impacts concrets sur les coûts d'indemnisation et non pas uniquement sur les questions d'indemnité qui n'ont qu'une incidence peu significative en matière d'indemnisation pour expropriation lorsqu'on se situe en contexte de conservation ou d'exercice de pouvoir de conservation. C'est pourquoi ce que nous proposons, c'est une solution encore ici mitoyenne, raisonnable, à savoir de se fonder davantage sur une indemnisation fondée sur la valeur de l'évaluation municipale, l'évaluation foncière, tout en accordant à l'exproprié des indemnités qui sont prévues au projet de loi pour éviter les injustices. Tout ça afin de fixer l'évaluation dans le temps, la valeur évaluée dans le temps, afin de mettre fin aussi au débat d'experts devant les tribunaux, de désengorger les tribunaux, au bénéfice, bien entendu, de l'environnement, mais tout en assurant aussi une protection adéquate aux propriétaires. Ça complète mon allocution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que je suis dans les temps. Tu peux une minute de plus, mais on l'a pris sur le temps du gouvernement. Je vous remercie pour votre exposé. Je voulais vous souligner aussi que vos documents ont été remis par greffier aux membres de la commission. Donc, je cède maintenant la parole à Mme la ministre pour une intervention de 15 minutes 30. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous pour l'exposé très, très intéressant, très enrichissant. On commence à... Vous êtes... je pense qu'on est, peut-être à notre 18e groupe. Donc, on commence à avoir une bonne idée un peu de divers points de vue, puis de gens qui amènent des angles nouveaux. On a eu beaucoup de gens issus du milieu municipal qui avaient des points de vue sensiblement similaires, mais après, on a eu aussi d'autres intervenants, et vous faites partie des intervenants qui ont leur propre angle, alors on trouve ça toujours très intéressant, nous, ici. D'ailleurs, j'aurai ma collègue d'Argenteuil qui aura des questions aussi, sans doute, pour vous. Donc, je vais commencer par un élément que vous n'avez pas abordé, sauf erreur, là, mais j'aimerais juste savoir ce que vous en pensez parce que vous êtes vous-même juriste. Et j'aurai aussi une autre question. En fait, c'est ça, j'aurai au moins 2-3 questions. Mais il y a des gens qui ont dit, et je pense qu'on aura le barreau du Québec normalement demain, je crois. Demain, c'est ça, demain. Mais ça a été nommé le fait que ce projet de loi-là aurait pour effet puis en fait, vous le dites quelque part, il y a une citation quelque part en exergue dans votre mémoire où vous dites que on augmente le risque de poursuite judiciaire et que c'est ça. Finalement, on nuit à la protection des milieux naturels. Je sais pas, je paraphrase là, mais bref, sur la partie poursuite judiciaire et je dirais l'opinion générale selon laquelle, avec ce projet de loi-là, parce que nous, évidemment, le pari qu'on fait avec le projet de loi, c'est de 2 ordres. Premièrement, on vient encadrer toutes sortes de notions qui actuellement ne le sont pas, à la faveur de coûts d'expropriation moins élevés, donc de coûts de projet moins élevés. C'est sûr que nous, comme gouvernement, on paie ça avec l'argent des contribuables. Alors, puis là, avec le coût de la vie, l'inflation et tout ça, des choses dont vous êtes conscients aussi, sans doute. Alors, on veut que les projets coûtent moins cher. Et ensuite de ça, les délais. Donc, pour nous, le signal que le projet de loi envoie, puis le fait de moderniser la loi après 40 ans, va faire en sorte que chacun va savoir davantage à quoi s'en tenir et que tout va prendre moins de temps, finalement, parce que à la fois dans la procédure d'expropriation comme telle et justement dans le risque de poursuite, parce que les gens, ça va être tellement plus encadré, ça va être suffisamment plus encadré pour que peut-être ça dissuade des gens d'aller au tribunal. Bref, il y a quand même, c'est ça, certains points de vue à l'effet que ça pourrait avoir pour effet l'effet inverse, finalement, puis qu'on embourbe encore davantage le réseau de la justice, parce que mon collègue l'avait déjà évoqué, mon collègue d'Acadie ici, qui est juriste aussi, on a derrière aussi ce souci-là du fait qu'il y a beaucoup déjà de cas dans nos tribunaux, puis bon, les délais en justice, c'est complètement autre chose, là, mais ça touche ça. Alors bref, vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'on atteint l'objectif de désembourber? Bien, d'abord, je tiens à dire que j'espère que vous aurez 2-3 questions pour moi. C'est le but de ma présence. Et je tiens à dire que je suis conscient, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, l'expropriation. Lorsqu'on s'y plonge, il y a un degré de réponse qui pourrait être adopté par le gouvernement et c'est pas
par l'Assemblée nationale, pardon, mais c'est pas facile de déterminer lequel rétablit réellement l'équilibre. Donc, d'où la disparité des points de vue, j'en conviens. Assurément, le CQDA, on ne dit pas que le projet va venir nuire à la protection des milieux naturels. Ce qu'on réitère, par contre, c'est qu'effectivement, il risque d'encourager les recours. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, en vertu de l'article 170, on élargit le spectre de l'expropriation déguisée. Donc, je vous donne un exemple. Un propriétaire qui, sur son terrain, ne peut plus utiliser une partie de son terrain qu'il n'a jamais utilisé, qui est un boisé qui soudainement est conservé, ne perd pas l'usage qu'il a toujours eu cours sur sa propriété, mais se voit plutôt dépouillé de l'usage qu'il peut faire sur une partie de la propriété, ce qui peut être considéré comme un démembrement en vertu de l'article 70 et donc appelé à un recours en expropriation déguisée et en indemnité. C'est là qu'on voit un élargissement important du spectre de l'expropriation déguisée, donc un potentiel accroissement des recours devant les tribunaux. Au niveau temporel, maintenant, si vous me permettez de répondre en deux volets. Au niveau temporel, le projet de loi, ce qu'il prévoit de mémoire à l'article 240, c'est une sanction, une entrée en vigueur 6 mois après la sanction du projet de loi. Selon le CQDA, ça risque d'engendrer une course contre la montre pour se prévaloir de recours qui sont sous un régime plus favorable, notamment en fait d'indemnisation, parce qu'on ne nie pas que le projet de loi 22 va avoir un certain effet dans la réduction des coûts, des coûts d'indemnisation. Ce qu'on vous dit, par contre, c'est que cette diminution-là, elle n'est pas suffisante pour permettre non seulement au gouvernement et à l'État, les instances municipales, de s'acquitter de leur devoir de conservation, mais d'un même souffle reconnaître aussi la responsabilité des propriétaires dans cet effort de conservation-là qui n'incombe pas uniquement à l'État, mais aussi aux individus, selon nous. Donc, d'où notre suggestion d'agir sur l'indemnisation en fixant la valeur dans le temps. Mais j'aurais tendance à vous dire, pour éviter un engorgement des tribunaux en raison la portée temporelle du projet de loi 22, ce qu'on vous suggère, c'est d'agir rétroactivement. L'Assemblée nationale, elle a le pouvoir de le faire, elle a le pouvoir d'intervenir pour modifier, y compris l'interprétation de la loi, alors qu'un recours est déjà pendant. Les tribunaux se sont déjà prononcés sur cet aspect-là, dont la Cour suprême. Il est possible de venir modifier l'interprétation de la loi. Et si vous regardez notre mémoire à notre dernière recommandation, ce que nous suggérons, c'est de mandater le procureur général afin qu'il intervienne, fasse suspendre les instances jusqu'à ce que le projet de loi soit sanctionné pour s'assurer qu'on réponde réellement au cri d'alarme qui a été lancé par les municipalités. J'écoutais notamment la CMM qui reconnaissait faire face à plus d'1 milliard de dollars en indemnisation demandée dans le cadre de recours. Reconnaître qu'on veut agir sur l'expropriation déguisée, selon nous, c'est vouloir se donner les moyens d'agir pour endiguer un transfert massif de fonds publics vers des intérêts privés, notamment dans le cadre des recours pendants, mais aussi immédiatement dès la sanction. Puis pour les notions, justement, je disais qu'on venait encadrer certaines notions qui actuellement ne le sont pas. Donc, d'abord, remplacer la valeur du propriétaire par la valeur marchande et encadrer l'UMPP. Vous avez abordé l'UMEP. Je pense que vous l'appelez? L'UMEP. L'UMEP, parfait. Je vais appeler ça comme ça maintenant. Donc, l'UMEP et même l'expropriation déguisée, les articles 170, 171, quoique certainement imparfaits, on vient quand même ajouter des balises. Tu sais, le 3 ans, on vient ajouter aussi pour les municipalités une possibilité de se retirer. Donc, ces notions-là qu'on vient baliser, est-ce qu'à tout le moins, vous considérez que c'est un gain ou une avancée ou est-ce que, selon vous, ça n'atteint pas l'objectif? Toujours d'avoir de la prévisibilité. En tout respect. Puis... Oui, allez-y. Ça accroît la prévisibilité. Je pense que personne ne peut le nier en toute franchise. Ça accroît la prévisibilité. Cependant, est-ce que ça fait suffisamment le travail? Est-ce que ça répond suffisamment aux problématiques? En tout respect, la réponse, elle est non. Je reviens aux articles 170, 171. Ce qu'on voit, c'est qu'elle permet le retrait d'un acte qui aurait un effet de dépossession uniquement lorsqu'il découle notamment de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou de la loi sur le patrimoine culturel. Ces deux dispositions-là ne couvrent même pas la compétence des municipalités en matière environnementale qui sont prévues à la loi sur les compétences municipales. Donc, on occulte le plan réglementation environnementale qui est la sphère de prédilection de l'expropriation déguisée. Donc, dans sa portée, dans leur portée, les articles 170, 171 ne s'intéressent même pas à la compétence environnementale municipale. Les pouvoirs provinciaux ne bénéficieraient pas. Je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus. Là. Donc, les pouvoirs municipaux... Le partage du temps, c'est toujours complexe.
C'est ce que je n'ai aucun doute. Mais les pouvoirs provinciaux ne bénéficieraient même pas de cette mesure-là. Il faut toujours garder à l'esprit aussi que donner l'opportunité à une municipalité de retirer un acte, généralement, elle ne pourra pas le faire. Pourquoi? Mais parce que cet acte-là, qui a un effet de dépossession, un effet expropriant, bien, il découle d'obligations qui proviennent du gouvernement provincial. Donc, on offre finalement la possibilité aux municipalités de retirer ce que, dans la plupart des cas, elles ne pourront pas retirer. Et encore, lorsqu'elles le pourront, on le fait au détriment de l'environnement. Ce qu'on dit, c'est finalement payer ou retirer ce qui vous coûtera trop cher pour vous acquitter de vos obligations en matière de protection environnementale. C'est une approche qui est assez inquiétante. Je reviens sur l'UMEP, sur les indemnités. Je vous ai fait transmettre une feuille en soutien à l'allocution que je vous présente aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main, Madame la ministre, mais j'attire votre attention sur la deuxième page, donc l'endos, si ça a été imprimé recto verso. J'y ai recensé 3 cas que j'ai pris au hasard en matière de conservation. J'ai tenté de regarder quand même des décisions du tribunal administratif du Québec relativement récentes en matière d'expropriation. Et le projet de loi 22 prévoit, entre autres, que lorsqu'on s'en remet à l'UMEP pour calculer l'indemnité, il n'y a pas d'indemnité accessoire en préjudice pour convenance, trouble, ennui, inconvénient. Si vous regardez les chiffres dans la colonne de droite dans le tableau que je vous ai fourni, ce que vous allez constater, c'est que les montants pour ces indemnités accessoires-là, ils sont d'une incidence très faible par rapport à l'indemnité immobilière qui est accordée selon l'UMEP. L'UMEP, pour le CQDE, elle est problématique sous diverses dimensions, notamment temporelles. Je ne veux pas vous embourber dans les détails, mais on élabore beaucoup sur cet aspect-là dans notre mémoire. Mais l'UMEP, elle est aussi problématique en termes d'imprévisibilité. Lorsque vous regardez le document, vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux, mais ce qu'on voit, c'est que les débats d'experts devant les tribunaux en matière de détermination de l'UMEP s'entraînent des disparités importantes des montants. La première affaire, Sintra, une affaire qui a été tranchée en 2023, en juin 2023, si ma mémoire est juste, l'expert évaluateur de l'expropriante mentionnait un coût selon l'UMEP de 894 000 $. Je suis dans la colonne au centre. Le premier carré au centre, dans la colonne du centre. Selon l'exproprié, l'expert de l'exproprié, cette évaluation-là, elle était de 2,6 millions de $. On a une disparité de près de 2 millions. Et l'indemnité finalement accordée par le tribunal, elle est 2 millions. Lorsqu'on regarde les indemnités accessoires accordées, on parle de 5 000 $. Entre vous et moi, en termes de fonds publics, 5 000 $ versus près de 2 millions de dollars pour une indemnité immobilière, ce n'est pas en contournant les indemnités accessoires qu'on réalise des gains intéressants en termes d'équilibre souhaitable entre l'intérêt collectif et individuel en matière d'indemnisation pour expropriation. Même chose si je regarde la décision tout de suite en dessous, Terrebonne, c'était pour la création d'un corridor de biodiversité. Ce qu'on constate, c'est pour l'expropriante, la valeur selon l'UMEP était de 11,4 millions et selon les expropriés, donc un évaluateur agréé, mandaté par les expropriés, on était à 140,6 millions de dollars de valeur. Donc, lorsqu'on dit que l'UMEP est un barème prévisible, en tout respect, ça me semble assez erroné et c'est surtout un barème qui ne semble pas suffisamment fiable pour permettre aux tribunaux d'éviter des débats d'experts qui sont extrêmement lourds. Et surtout, au risque de me répéter, le fait d'agir sur les indemnités ne s'attaque pas au réel problème des indemnités prohibitives qui découlent davantage de l'application de l'UMEP. Le projet de loi, à son article 87, effectue certaines codifications de ce qu'est l'UMEP. Il reprend cependant presque précisément, ou mot pour mot, les normes actuelles de pratique des évaluateurs agréés. C'est une codification de ce qu'on voit déjà dans la jurisprudence, de ce qui est déjà appliqué par les évaluateurs et, selon nous, le fait de codifier n'aura pas pour effet d'endiguer les problématiques qu'on constate en termes d'indemnisation. Parfait. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à ma collègue d'Argenteuil pour le reste de notre temps. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Madame la ministre. Vous me donnez la parole, Monsieur le Président? Oui, Madame la députée d'Argenteuil. Merci. Maître Vogel, merci beaucoup. En fait, je constate que vous avez dédié, évidemment, votre mémoire sur toute la question de la protection des milieux naturels, la conservation. Mais reste que le projet de loi actuel a aussi probablement des effets intéressants sur d'autres projets structurants
d'utilité publique, si on pense au transport en commun ou au logement abordable ou tout autre enjeu que l'on vit comme société, est-ce que si on met de côté la partie conservation, est-ce que vous considérez d'une part qu'il y a comme un juste équilibre que l'on retrouve entre l'exproprié et l'expropriant? Et est-ce que vous trouvez que ce projet de loi-là répond à certains objectifs qui sont une meilleure localisation, un meilleur contrôle des coûts pour les équipements publics et peut-être une réalisation plus efficace des projets structurants publics? Assurément, notre organisme ne s'intéresse qu'à la conservation environnementale. Notre mission, c'est la protection de l'environnement. Donc, lorsque vient le temps de s'intéresser aux autres dynamiques, c'est un choix conscient de notre part de cibler notre mémoire et notre analyse uniquement sur les pouvoirs de conservation. Je vous explique pourquoi brièvement. C'est qu'actuellement, on fait face à une crise. La Cour suprême, en 2021, nous le disait, les changements climatiques, c'est un défi existentiel qui met en péril la survie de notre espèce, de nos collectivités, pas uniquement au Canada, mais à l'échelle planétaire. C'est reconnu par le plus haut tribunal au pays. Cette urgence-là, elle nous impose des efforts dans un laps de temps très réduit et des efforts très importants dans un laps de temps réduit, ce qui emporte donc une pression importante sur les finances publiques dans un laps de temps réduit. En bon québécois, les actions qu'on veut poser pour lutter contre les changements climatiques, il faut les poser maintenant par des actions concrètes, sérieuses et de grande ampleur. Est-ce que l'État, avec les fonds dont elle dispose, elle a les fonds pour s'acquitter de cette mission-là? Selon nous, elle a besoin de bénéficier d'un certain apport qui découle notamment des propriétaires tout en respectant leurs droits. On doit s'assurer que l'État peut répondre et se dote des moyens de répondre à l'urgence climatique. Quant aux autres projets structurants, j'en reviens à votre question, Madame la députée d'Argenteuil. Les autres projets, ils sont généralement vitaux pour les collectivités. Personne ne peut le nier. Ils s'exercent toujours à des fins publiques. L'expropriation doit s'exercer à des fins publiques. C'est un concept légal. Malgré tout, dans certains cas, il y a de ces projets d'infrastructure-là qui peuvent être reportés. Merci beaucoup. Ceci termine le temps du gouvernement. Donc, je cède maintenant la parole à Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître Vogel. Merci pour votre mémoire, en fait, très fouillée avec un nombre important de décisions jurisprudentielles à l'appui. Je comprends que, évidemment, compte tenu de votre organisme, vous vous intéressez en matière de conservation, protection de l'environnement, et c'est vraiment votre expertise. Maintenant, j'aimerais, parce qu'on essaie de rechercher un équilibre, je comprends ce que vous dites également, qu'il y a urgence d'agir, là, puis vous citez la Cour suprême pour appuyer votre énoncé. Mais en termes d'équilibre entre l'expropriant et l'exproprié, parce qu'évidemment, la personne qui va perdre un bien, forcément, va devoir se relocaliser ailleurs. Ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier avec sa résidence, ça peut être des locataires. Et donc, dans cet équilibre-là, il faut qu'il y ait une indemnité qui soit donnée à un moment donné. Je comprends que vous craignez, au fond, que le projet de loi 22 n'aille pas assez loin en termes de pouvoir qui pourrait être donné à des organismes expropriants. Est-ce que je vous comprends bien? En fait, ce n'est pas... notre position n'est pas à l'effet que le projet de loi ne donne pas suffisamment de pouvoir. C'est plutôt qu'il n'encadre pas un phénomène qui se produit déjà devant les tribunaux, l'expropriation de fait. On se remémore que l'expropriation de fait, ça découle d'allégations comme quoi un acte ou un règlement qui n'est pas un règlement d'expropriation, un pouvoir d'expropriation, a un effet de dépossession sur le propriétaire. Donc, le projet de loi devrait encadrer pour réduire la possibilité d'alléguer une expropriation de fait.
Donc, devrait créer des balises légales claires qui permettent de résorber ce phénomène-là. Le projet de loi, à notre sens, ne met pas en cause les pouvoirs d'expropriation qui sont déjà prévus dans la loi. Je me Donc là, permets d'aborder ce que vous disiez. Vous faites référence aux articles 170, 171, notamment. En fait, 170 et 171 abordent la réparation en cas d'expropriation, de conclusion d'un tribunal, comme quoi il y a expropriation déguisée. Donc, ce qu'on dit, c'est à ce moment-là, la chance sera donnée à l'instance municipale de retirer l'acte ou de faire le choix de payer l'indemnité qui aura été déterminée par les tribunaux. Donc, on parle de la réparation, mais on ne vient pas encadrer ce qu'est ou ce qui n'est pas de l'expropriation déguisée. Et à ce moment-là, est-ce que, selon vous, inclure dans le projet de loi une définition de ce que c'est que l'expropriation déguisée pourrait augmenter finalement la portée ou l'utilité du projet de loi? Certainement. Certainement, en fait, c'est même une recommandation directe que fait le CQDA dans le cadre de son mémoire. Vous allez le trouver à l'annexe 1 de notre mémoire. Je vais vous donner la disposition précise. Donc, vous en verrez un exemple à l'article 176 qui est proposé en page 60 de notre mémoire. Et bien entendu, nous y réfléchissons uniquement en termes de conservation. Pourquoi? Bien parce que l'urgence de la situation appelle à encadrer strictement ce qui est, ce qui n'est pas de l'expropriation de fait. Le fait d'adopter une disposition telle qui vous est suggérée à l'article 176 de notre mémoire permettrait aux instances municipales et provinciales de venir se coller sur les critères légaux qui seraient élaborés lorsqu'elle exerce des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs d'expropriation. Donc, autrement dit, en s'assurant de respecter les critères qui sont là, nos instances publiques n'auraient pas à s'inquiéter d'un recours en expropriation de fait, éviteraient donc les frais d'honoraires, les frais judiciaires et l'engorgement des tribunaux. En fait, le corpus qu'on vous a soumis en annexe 1 reflète l'ensemble de nos recommandations. S'il était intégré tel quel au projet de loi 22, le CQDA n'aurait pas d'inquiétude en matière d'expropriation de fait lorsqu'on est en contexte de conservation. Pourquoi? Mais parce qu'on viendrait donner les coups des franches à l'ensemble des autorités publiques pour agir en matière de protection de l'environnement, tout en assurant l'équilibre envers le propriétaire, une protection qui est suffisante. Vous me posiez la question à savoir, il faut lui donner une indemnité à ce propriétaire-là qui fait l'objet d'une expropriation. Certainement qu'il faut le faire. C'est une question, à notre sens, de justice sociale. Mais encore faut-il que cette indemnité ne verse pas non plus dans le profit ou dans la spéculation. C'est la raison pour laquelle on se remet à une évaluation municipale qui parfois pourra être moindre qu'un UMEP, parfois pourra être plus qu'un UMEP. On le reconnaît, il peut y avoir certains glissements. Là où on atteint des garanties suffisantes, c'est en combinant une indemnité selon l'évaluation municipale à d'autres pôles d'indemnisation, notamment préjudice, valeur de convenance, trouble, ennui, inconvénient, y compris, selon ce que projette le projet de loi 22, des indemnités en réaménagement aussi. Donc, la valeur municipale, on vous le soumet, il ne faut pas la démoniser parce qu'elle est complétée par d'autres indemnités que prévoit déjà le projet de loi et qui permettent donc aux propriétaires d'en sortir la tête haute sans subir un préjudice, tout en réinstaurant un équilibre pour la société aussi qui doit agir en matière de conservation. On a écouté cet après-midi une association des propriétaires de terrains de golf qui, eux, évidemment, ont des craintes parce que, justement, ils disent si jamais on est exproprié ou si on est exproprié partiellement, ça pourrait être pour des fins de conservation, même si un terrain de golf en soi, c'est un espace vert, qui finalement, ils ne pourront jamais se relocaliser. Donc, avec le projet de loi actuel, et donc continuer, évidemment, cette activité-là sportive et commerciale. Vous en pensez quoi? Ce pouvoir, il existe déjà. Projet de loi 22 ou non, les propriétaires de terrains de golf sont déjà à risque de se faire exproprier, comme tout citoyen d'ailleurs, lorsqu'un citoyen a sur son terrain des espaces verts. Les pouvoirs d'expropriation, ils existent, ils ne sont pas nouveaux. En fait, Madame la ministre le soulignait tout à l'heure, ça va être la première refonte de la loi depuis près de 40 ans. Ça ne change pas la donne en termes de pouvoir, mais alors pas du tout. Là où on veut voir la donne changer, c'est en termes d'indemnisation. Et encore, si un terrain de golf ne peut pas se relocaliser,
peut-être en va-t-il d'un choix de société aussi. Peut-être que les valeurs sociales ont évolué et appellent à des mesures qui sont autres. Il faut le considérer, ça aussi, en tout respect pour les propriétaires de golf, qui est une activité parfaitement sensationnelle. Je le dis avec un sourire, mais malheureusement, il y a cette réalité dans la difficulté de se retrouver un endroit où habiter pour tout le monde et c'est peut-être un autre enjeu social. Quand on pense aux logements sociaux aussi, il y a d'autres dimensions qui doivent être considérées. On ne parle pas uniquement d'expropriation, mais d'une myriade de dimensions collectives, de dimensions sociales. Et je comprends de vos propos, en fait, quand on réfère aux articles 170, 171, qu'au fond, permettre à une municipalité de se retirer plutôt que de payer un montant, bien, dans bien des cas, la municipalité ne peut pas parce que le règlement l'oblige à faire ce qu'elle fait. Donc, au fond, ces deux articles qui sont peut-être pas très, très utiles pour les municipalités. En tout cas, ça n'ajoute pas beaucoup de mécanismes utiles pour eux parce qu'ils sont obligés d'adopter certaines réglementations. Ils ne pourraient pas se retirer de toute façon. Donc, je comprends que là-dessus, le projet de loi, selon vous, fait fausse route. Oui, tout à fait. Et fausse route, notamment par l'élargissement de la possibilité de plaider l'expropriation déguisée. OK. Parfait. J'ai une dernière question. Le projet de loi permet aussi des types d'indemnités pour les locataires. C'est aussi quelque chose, évidemment, moi qui m'habite, quelqu'un qui resterait dans un logement, parce que des fois, il y a des expropriés qui sont de grands propriétaires, il y en a des fois, c'est des petits propriétaires, il y a des locataires. Quelqu'un qui vit dans son logement depuis 10-12 ans, on a une crise du logement. Pensez-vous que le projet de loi est suffisant pour que ces gens-là puissent se relocaliser, trouver un logement ailleurs, ou si il faudrait bonifier le projet de loi en ce sens-là? Quant aux indemnités. Avec égard, ce qu'il faudrait peut-être bonifier, c'est la disponibilité des logements sur le marché locatif. Lorsqu'on réfléchit au CQDE à la question de l'expropriation, c'est sûr qu'on y réfléchit beaucoup en termes d'expropriation de fait, parce que c'est ce qui affecte beaucoup les pouvoirs de conservation. Lorsqu'on vient protéger des milieux, ce sont généralement des milieux qui ne sont pas développés, des milieux naturels non développés qu'on souhaite conserver. Dans ce contexte-là, la mise en jeu des droits des locataires est beaucoup moins fréquente, beaucoup moins importante. Un locataire n'est pas un propriétaire et ne peut donc pas alléguer une expropriation déguisée. Donc, c'est la raison pour laquelle le CQDE ne s'intéresse pas à ces dimensions-là dans le cadre de son mémoire. Je ne voudrais pas me prononcer sur quelque chose qui n'a pas été creusé. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Parfait. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le député d'Acadie. Je cède maintenant la parole à M. le député de Taschereau. Merci beaucoup. Merci, Maître Vogel, pour votre intervention, votre mémoire aussi très étayée, très complet. Merci de votre participation. Écoutez, j'ai envie de vous entendre d'abord sur ce que vous proposez. En fait, là, à la page 53, là, vous parlez d'un régime particulier d'indemnisation pour les expropriations à fin de conservation. Est-ce que ça veut dire que pour le reste du PL22, on est à la bonne place pour les expropriations qui sont d'autres finalités? Est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que vous semblez vous concentrer vraiment sur les fins de conservation? Est-ce que le reste, dans le fond, le PL est correct, est assez solide? J'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre. Encore une fois, en tout respect, je ne veux pas le faire pour ne pas vous induire en erreur et pour respecter la mission de l'organisme que je représente. Notre mission se concentre exclusivement sur la conservation, sur la protection des milieux naturels. C'est la raison pour laquelle on vous soumet un régime qui est distinct. Pourquoi? Encore une fois, j'y reviens, urgence d'agir. Par contre, pour ce qui est des autres dimensions, ce n'est pas notre mission d'avancer là-dedans. Ce n'est pas notre mission de se pencher sur ces sujets-là. Parfait, excellent. En tout cas, c'est une idée qu'on va retenir qui est intéressante. Sinon, pour l'article 170, vous mentionnez que ça ne couvre même pas les pouvoirs de zonage régulier des municipalités ni les expropriations effectuées par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît? Oui, certainement. En fait, c'est que
l'expropriation, ce n'est pas l'apanage uniquement là, des municipalités, c'est l'apanage aussi du gouvernement provincial, des autorités provinciales, ministères, organismes de l'État à proprement parler. Donc, le provincial, si vous me permettez ce langage, ne s'octroie aucune réparation, donc même imparfaite en tout respect selon ce qu'on constate aux articles 170 et 171, les autorités publiques provinciales ne bénéficieront même pas de ce régime-là. Mais plus encore, lorsqu'on regarde le libellé même de l'article 170, je ne sais pas si vous avez le projet de loi sous les yeux, j'y vais dans un petit instant. Ce qu'on peut y lire, c'est que, le recours d'un titulaire d'un droit portant sur un immeuble devant la Cour supérieure en réparation du préjudice subi en raison de l'effet de dépossession de son droit ou de suppression de tout usage raisonnable qui résulte d'un acte municipal, donc on exclut les instances provinciales, pris en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou en vertu du chapitre de la section 3 du chapitre 4 de la loi sur le patrimoine culturel. Or, la compétence des municipalités en matière d'environnement, elle est à la loi sur les compétences municipales. Donc, je vous donne un exemple. Une municipalité qui, aujourd'hui, adopterait un règlement en vertu de ses compétences environnementales pour venir encadrer les usages, par exemple, en milieu forestier, aux fins de protection de l'environnement, ne bénéficierait même pas du mécanisme qui est prévu à 170. Et dans un cas où elle adopterait une telle réglementation en réponse à une obligation qui découle d'une loi provinciale, ou d'OGAT, orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire, ne pourrait même pas non plus bénéficier ici de ce pouvoir-là. Donc, on est face à un silence de la loi, à un grand vide où finalement on tente d'offrir un plan B aux municipalités, un plan B qui est dangereux parce qu'il accroît le phénomène de l'expropriation déguisée, mais qui en plus omet la compétence principale des municipalités en matière environnementale. Parfait, merci. C'est très éclairant. J'ai vu des yeux s'écarquiller quand vous parlez. Peut-être une dernière chose, rapidement. Il y a la CMM qui nous a proposé là, un élément intéressant. Il demandait des pouvoirs d'expropriation pour les municipalités sur des terres agricoles non exploitées depuis 3 ans. Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui peut être intéressant à ajouter au PL? J'ai tendance à vous dire, je n'ai pas exploré cette voie-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé parce qu'on se situe davantage dans encadrer, du côté du CQDE, encadrer ce qui est ou ce qui n'est pas de l'expropriation. Et à notre sens, ça suffit. Ensuite de ça, les pouvoirs d'expropriation, ils sont déjà prévus dans des lois particulières. Les municipalités, elles ont déjà des pouvoirs d'expropriation qui sont prévus au Code municipal, qui sont prévus aussi à la loi sur les cités et villes, dépendamment de quelle instance municipale on parle. Donc, le pouvoir d'expropriation, il existe déjà. Ensuite, c'est une question éminemment juridique. Pourquoi? Mais parce que le zonage agricole, il est de compétence de la CPTAC, avec une compétence exclusive accordée à la CPTAC. Merci beaucoup pour vos propos éclairants. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je vous remercie aussi, Monsieur Vogel, pour la contribution à nos travaux. Compte tenu de l'heure, la Commission adjourne ses travaux à jeudi 21 septembre 2023 à 7h30, où elle se réunira en séance de travail.